Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africab Télévision, la chaîne du continent. Et merci encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour à votre avis. Plus de 80% des transferts d'argent vers l'Afrique et en Afrique servent à la survie des familles. 15% de ces transferts sont dédiés à l'investissement, notamment dans les domaines fonciers et commerciaux, et 5% dans l'éducation. Les envois de fonds vers l'Afrique sont estimés autour de 37 milliards de dollars en 2010 et ont donc dépassé ainsi l'aide publique au développement. Ce chiffre étant de toute façon considérablement sous-estimé en raison de la prévalence des circuits informels de transfert de fonds. La Banque mondiale prédit quant à elle qu'en 2020, les transferts de fonds en direction des pays en développement en général atteindront chaque année 200 milliards de dollars. Quelle sera la part de l'Afrique dans cette source de plus en plus importante de financement? Que devrait être la politique des pays africains en matière d'émigration? Nous allons tenter de répondre à ces questions et de soulever quelques lièvres si possible avec les contributions de M. Cheikhna Cissé, économiste, qui sera seul comme invité parce que pour des raisons de force majeure, notre second invité ne pourra pas être sur le plateau ce soir. Mais nous aurons des contributions interactives au niveau du téléphone avec deux de nos téléspectateurs. Voyons maintenant ce qu'en pensent les Africains dans le micro-trottoir, dans votre avis. L'argent des immigrés, pour d'autres, ça sert à investir. Par exemple, au niveau des constructions, j'ai vu par exemple les gens qui envoient de l'argent de la Libye, ils investissent chez eux. Il y a ceux qui achètent des animaux, d'autres, ils investissent au niveau de la construction. Lorsque des institutions financières s'établissent dans un pays, de surcroît des institutions européennes s'établissent en Afrique, c'est forcément pour se faire de l'argent. Les Blancs, ce n'est pas pour être xénophobe, maîtrisent on ne peut plus ce système par rapport aux Africains, même si aujourd'hui nous avons ceux-là, n'est-ce pas, qui suivent ces études. Mais ils mettent quand même en place des mécanismes pour pouvoir se faire énormément d'argent et je pense que c'est une aubaine, c'est une plateforme pour eux, n'est-ce pas, que d'établir leurs différents établissements au niveau de l'Afrique. Du moment où on a immigré et qu'on revient dans le pays avec la tête haute et puis les poches pleines, vraiment, on peut apporter beaucoup à sa famille et apporter sa pierre à l'édifice du pays, bien sûr. Et je pense que c'est bénéfique parce que ça permet une plus grande circulation du flux financier et ça permet aux gens qui sont des fois dans certains coins de pouvoir recevoir de l'argent de leurs proches de façon plus facile qu'avant. C'est bénéfique pour le pays, c'est bénéfique pour le gars à qui on envoie cet argent parce que peut-être souvent les émigrés participent beaucoup dans l'entretien de leur famille restée au pays. Le transfert d'argent, c'est un moyen fiable qui permet aux uns et aux autres d'envoyer de l'argent. Et ça sécurise vraiment la personne. Vraiment, l'argent des immigrés sert à développer le pays. Ça contribue au développement économique de leur pays dans le sens où ces fonds permettent parfois de développer des projets économiques, permettent de venir en aide par exemple aux populations, surtout dans les milieux ruraux. Vu les sommes colossales qu'on envoie chaque année, si on investit ça dans
dans l'emploi des jeunes, ou bien si on construit des usines pour les jeunes, je pense bien qu'on pourra résorber un peu le chômage des jeunes. Oui, on peut mieux investir l'argent des immigrés si c'est utilisé à bon escient. Clair de ma part, moi qui suis un jeune Sénégalais et qui envoie de l'argent souvent à mon village, à Joal, et à chaque fois que j'envoie, aussitôt, la personne reçoit l'envoi dans les secondes suivantes ou bien dans les minutes suivantes. Donc, de ma part, c'est clair. Bon, pour si c'est bénéfique ou pas, ben, moi, je ne saurais pas vous répondre. L'argent de l'immigré contribue beaucoup au développement du pays. Moi, je demande aux autorités de négocier le visa à la jeunesse, de faciliter le visa à la jeunesse. Vraiment, c'est bon. Voilà. Monsieur Cissé, alors avant de vous demander votre réaction à ce micro-trottoir, je voudrais y introduire une donnée qui m'a paru assez intéressante. Il semble qu'il y a 30 millions d'Africains qui vivent en dehors de chez eux, à travers le monde. Alors, 30 millions, c'est beaucoup plus que la démographie de la plupart des États africains. Donc ça constitue quasiment 2 autres pays africains en moyenne, disons. Alors, associé à ce micro-trottoir que nous venons de voir, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, ça m'inspire 2 ou 3 choses. Je voudrais commencer par vous remercier de cette invitation. D'abord, je pense qu'il faut situer un peu le contexte. Je voudrais faire une précision sémantique, parce que quand on parle de transfert des migrants, suivant la conception de la Banque mondiale et du FMI, il s'agit des envois des travailleurs migrants. C'est quand même très important cette précision, et qu'en 2010, ils ont ajouté à ces envois, notamment les envois des personnes tiers au ménage, ils ont ajouté les envois au personnel, ils ont aussi ajouté les envois aux associations, ce qui est, pour qui connaît la diaspora, notamment sa contribution dans le cadre des associations, c'est extrêmement important, ce toilettage sémantique que la Banque mondiale et le FMI ont fait en 2010. Ceci étant précisé, de quoi parlons-nous? Vous savez, au niveau mondial, les migrants, il y a environ 1 milliard de personnes qui sont en mouvement. Et l'essentiel, effectivement, est en mouvement à l'intérieur de leur propre pays. C'est à peu près 740 millions. Donc, il y a 240 millions réels de migrants. Sur ces 240 millions de migrants, vous avez 30 millions d'Africains. C'est à peu près 12,5% de la masse totale. Ces 30 millions de migrants envoient 60 milliards par an de dollars. C'est le dernier chiffre de la Banque mondiale. C'est une note qui a été publiée en octobre 2013. Oui, j'allais justement vous demander le volume annuel. C'est 60 le volume milliards. Annuel actualisé aujourd'hui. Actualisé, ça fait 60 milliards. Je vous donnerai quelques détails après. Je voudrais réagir au micro-trottoir qui a été fait tout à l'heure pour dire que il faut que, au cours de ce débat, qu'on lève certaines contre-vérités, parce que on a une façon idyllique de voir les immigrés et l'argent qu'ils utilisent ou bien qu'ils économisent pour les transférer. La deuxième chose, c'est que, la dame le disait, un immigré qui rentre la tête haute, etc., tout ça dans le pays. Et puis, il y a un intervenant, je pense qu'il vient de Libreville, et il a dit quelque chose qui est très important. Il a dit que il y a des sociétés étrangères qui ont créé des plateformes et qui se font beaucoup d'argent. Je voudrais, M. Mariko, m'appesantir un peu sur ce point-là. Allez-y, bien que c'était prévu dans une autre partie du débat, mais... On va le développer. Allez-y. Parce que c'est un point qui en tant que panafricaniste, qui me tient profondément à cœur, parce que si vous voyez les conditions difficiles dans lesquelles les immigrés vivent, ils se privent de tout, même
du strict minimum. Ils mangent une fois par jour. Ils vivent dans des conditions très difficiles. Ils s'entassent par dizaines dans des petites pièces. Tout ça pour économiser et envoyer ça au pays. Et imaginez que cet argent puisse être envoyé et que des intermédiaires financiers puissent s'établir entre les ménages, les bénéficiaires de ces fonds, et eux qui sont les émetteurs, pour en prélever 12% au niveau de l'Afrique. C'est extrêmement important. Il semble d'ailleurs que c'est le taux le plus élevé sur la planète. Oui, c'est élevé. Je vais vous donner deux chiffres précis là-dessus. Ça fait 12,5%, le taux moyen, ça. Le coût moyen. Ça fait 2 fois le coût en Asie. C'est ça. Alors que le coût sur le plan mondial fait 9%. Alors la Banque mondiale a fait une étude se disant que si jamais on ramenait ce taux-là à 5%, cela ferait 4 milliards de dollars d'économie. Alors, M. Cissé, qui peut ramener ce taux-là à ce niveau? Qui? Alors, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous faire sourire ou sourire vos téléspectateurs, c'est que ça me fait sourire d'ailleurs, mais en même temps ça m'intrigue. Pourquoi ça me fait sourire? Parce que quand on va voir tout à l'heure les acteurs qui sont véritablement les intermédiaires entre les migrants et les bénéficiaires. Vous pouvez en profiter pour aborder le problème des acteurs. Hein? Les acteurs, qui sont ces acteurs-là? Ce sont les banques, les institutions de microfinance qu'on appelle les SFD, les IMF. Vous aviez la Poste, vous aviez les sociétés de transfert d'argent qu'on appelle les STA. Il y a 2 géants qu'on appelle dans le jargon les majors. Il s'agit de Western Union et de MoneyGram, pour ne pas faire de la publicité, ce n'est pas le lieu, qui représentent à peu près 75% du marché. Et justement, ce taux concerne, parce qu'au niveau des banques, vous pouvez regarder les conditions générales, c'est à peu près entre 2% ou 5% pour les transferts financiers. Donc les transferts commerciaux étant exclus de notre champ d'études. Et puis, vous aviez d'autres catégories. Aujourd'hui, de plus en plus, vous avez les opérateurs de téléphonie mobile qui s'incrustent parce qu'il y a une manne financière extrêmement importante dans le cadre d'un dispositif réglementaire qui est extrêmement flou. Je pense qu'on va aborder le sujet. Et puis, en dehors de ce circuit classique formel, vous avez le circuit informel qui pèse 2 ou 3 fois plus que le circuit formel. Alors, les sociétés de transfert d'argent qui sont implantés l'un... Alors, attendez, permettez-moi. Oui? Lorsque vous dites que les circuits informels sont 2 ou 3 fois plus importants que les circuits formels, oui, et qu'on nous dit que les circuits formels, c'est 37 milliards de dollars au moins, parce que ça c'était en 2010, dans les circuits formels, est-ce que vous voulez dire par là que les circuits informels drainent environ 70 milliards de dollars? Ce que je peux vous dire, c'est que ça doit être beaucoup plus. Que ce soit au niveau de la Banque mondiale, que ce soit au niveau du Fonds monétaire international et de l'AFD, qui ont chacun, en ce qui leur concerne, font des études, mais le circuit informel est totalement opaque. Oui, bien sûr. Mais alors, donc, comment est-ce qu'on estime son poids? Il y a, je vais vous dire, la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, a fait une étude, une enquête entre 2010 et 2012, et a publié les résultats en mai 2013. J'ai les chiffres, notamment sur la zone UEMOA, les 8 pays de l'UEMOA. Je vais vous dire, ils ont effectivement mené ces enquêtes et ils se sont rendus compte que les gens ne parlent pas assez. Parce que pour pouvoir un peu imaginer que le circuit informel ne représente que 17%, c'est que vraiment les langues ne sont pas déliées. Par contre, l'étude dit que pour ce qui concerne le Mali, c'est à peu près la moitié, 47%, pour être exact, de masse financière gérée par l'informel. Je reviens à la question au niveau du coût, qui me paraît aussi important. Oui, appesantissons-nous un peu là-dessus, parce que c'est quand même assez important qu'en Asie, ce soit 6% et qu'en Afrique, ce soit 12,6%. Qu'est-ce qui explique ça? Oui, mais c'est le nœud. Et ce qui est complètement paradoxal dans cette situation, c'est que les transferts intra-africains, entre les pays africains, fait 25%. C'est le double encore de la moyenne. Vous voulez dire, attendez, pour la compréhension de nos téléspectateurs, vous voulez dire que lorsque les transferts se font entre pays africains, le taux passe à 25%. Mais cela ne doit pas vous étonner, puisque... Ah ben si. Ça nous intrigue, mais ça ne nous étonne pas, puisque l'économie n'est que le reflet, la finance n'est que le reflet de l'économie. Vous savez très bien que l'Afrique, le commerce intra-africain ne représente que 10%. C'est un chiffre totalement ridicule.
Et tout tourne autour de cela. Parce que quand vous avez des Africains qui ne se font pas confiance, j'utilise la boutade, vous me permettez, les Africains croient en l'Afrique, mais ils n'ont pas confiance en l'Afrique. Et c'est pour ça que nous avons des chiffres ridicules qui font que nous sommes le continent le plus pauvre. Mais dans cette pauvreté aussi, nous avions aussi une forme de misérabilisme, si je peux me permettre, financier. Parce que comment pouvez-vous comprendre qu'entre des pays limitrophes, que nous puissions appliquer un taux de 25%? C'est-à-dire que vous voulez dire que si moi je dois transférer de l'argent de Bamako à Dakar, ce sera 25%. Bon, ce sera à peu près 25% parce que, ou bien entre l'Afrique centrale. Parce que tout simplement, vous avez deux monnaies, le CFA, qui ne peuvent pas s'interchanger. C'est-à-dire qu'il y a l'acronyme, mais même la dénomination n'est pas la même. Vous imaginez. Vous voulez dire par là que le CFA d'Afrique de l'Ouest, c'est pas le CFA d'Afrique centrale. Ce n'est que de nom qu'il y a une ressemblance. Et donc, pour revenir donc à notre histoire de coût, donc vous aviez, je disais que ça me fait sourire, mais ça me fait sourire parce que ceux qui abritent ces sociétés de transfert d'argent, le centre n'est pas ignoré que Western Union, par exemple, et MoneyGram sont des sociétés américaines. Et le G8 et le G20 qui ont décrété pour que en 2014, on puisse avoir un taux à 5%, mais c'est eux qui abritent ces sociétés. Est-ce que vous savez, M. Marico, que ces sociétés-là nous posent deux problèmes. Enfin, me posent deux problèmes dans ma compréhension. Le premier problème, c'est que c'est le statut juridique. Mais ces sociétés n'ont pas de statut juridique dans nos pays. Mais comment ça, c'est possible? Nous avons une banque centrale, nous avons des gouvernements nationaux, nous avons des chefs d'État, des ministres des Finances, nous avons l'UEMOA. Enfin, nous avons toutes. C'est quoi? Je voudrais bien me tromper avec ma petite expérience d'un quart de siècle dans ce domaine-là. Je voudrais bien. Ils n'ont pas de statut juridique, alors qu'ils exercent des activités extrêmement importantes. Je vais vous dire, par exemple... Oui, mais comment c'est possible, ça? C'est important parce que je vais vous dire, par exemple, des chiffres officiels. Ils sont très avares en communication, en chiffres. Je vais vous dire, puisque ce sont des sociétés qui sont cotées, donc leurs informations financières sont disponibles. Il y a Western Union qui réalise un chiffre d'affaires de l'équivalent de la dette extérieure du Togo. C'est-à-dire à peu près 2500 milliards de francs CFA. 5 milliards de dollars. 5,54 milliards de dollars pour être précis. Vous avez MoneyGram qui réalise un truc autour de ça, pour être aussi précis, 1,5 milliard de dollars. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas de statut fiscal, M. Marico. Oui. C'est une perte énorme. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que les opérations qui sont réalisées ici, les banques qui sont appelées les agents et les sociétés de microfinance et autres qui sont appelés les sous-agents n'ont que 25% de cette manne. Les 75% échappent totalement. Il y a 25% qui appartient à celui qui l'a expédié, mais les sociétés de transfert d'argent, ils ont au moins 50% de ce montant. Et ce montant n'est pas du tout imposable dans nos pays. Alors que les opérations sont réalisées ici. Donc, je me pose la question, quel est le régime juridique? Donc, vous voyez que votre auditeur qui était à Libreville, quand il a posé cette question, elle m'a interpellé et je lui donne deux éléments de réflexion pour nous permettre effectivement de bien comprendre ce qui se passe. Le deuxième élément, monsieur, je dis que ça me fait sourire et ça m'intrigue. Ça m'intrigue parce que je me pose la question, le G8 et le G20, le G20, il n'y a que l'Afrique du Sud qui représente le continent, mais aujourd'hui, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, vous l'avez dit de façon incidente, que les transferts des migrants représentent plus que l'aide publique au développement. Moi, je vais donner d'autres chiffres plus précis. C'est 2,5 fois l'aide publique au développement. Et c'est plus que aussi les investissements directs étrangers, ce qu'on appelle les IDE. Ça veut dire que le premier financeur, c'est pour ça que je dis qu'on va aller contre des idées reçues, le premier financeur du continent, ce sont les travailleurs migrants. Très bien. M. Cissé, nous allons prendre au téléphone en interactif M. Alassane Keita qui appelle de Paris. Et puis, nous allons continuer donc le débat. Monsieur Keita, vous êtes à l'antenne d'Africa Télévision. Vous avez la parole. Merci, monsieur. Par rapport à l'émission, je précise que le transfert de fonds vers l'Afrique aujourd'hui est une réalité incontestable. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, monsieur Keita?
Oui, excusez-moi. Donc, je disais que le transfert de fonds est une réalité incontestable aujourd'hui à l'échelle du continent. Les sommes envoyées représentent environ 35, sur une fourchette large, environ 37 à 40 milliards d'euros, sur lesquels il y a matière à réflexion dans la mesure où la communauté, la diaspora se plaint quand même des coûts d'envoi qui sont très chers. Le système formel devient difficile en termes de gestion auprès des parents qui sont en Afrique, d'autant plus que dans les banques, le retrait est difficile et le système informel ne garantit pas une sécurité aussi. Donc, il est temps quand même que les autorités prennent des initiatives pour soit permettre à la diaspora d'avoir des coûts moindres ou éventuellement mettre en place des institutions, voire des structures aussi, qui doivent permettre à la diaspora d'assurer ce transfert-là de façon tout à fait raisonnable, favoriser la remise en fonds propres de manière rapide, autoriser aussi une certaine bancarisation pour pouvoir épargner, permettre aux familles de pouvoir bénéficier de certaines aides et aussi cela pourra donner un tout petit peu d'air aussi par rapport à ceux qui ont l'habitude d'envoyer de l'argent. Très bien. Ne quittez pas, Monsieur Keita, restez en ligne. Je vais donc me retourner vers Monsieur Cissé qui est sur le plateau pour lui renvoyer 2 ou 3 éléments dont vous avez fait état. Coût d'envoi, nous étions en train d'en parler. Deuxièmement, quelles sont, d'après vous, Monsieur Cissé, les limites du système formel de transfert d'argent? Troisièmement, les problèmes de la bancarisation. Et enfin, il y avait une question que je voulais vous poser parce qu'à l'introduction, j'avais dit qu'il y avait 85% du total des envois qui allaient à la consommation, environ 15% qui allaient dans des activités commerciales et 5% dans le social. Mais pour les investissements même, comment faire en sorte que l'épargne de la diaspora puisse être mobilisée dans le cadre de l'investissement dans les pays de réception? Monsieur Cissé. Je vous remercie. Je pense que on était en train d'aborder l'élément sur le coût. Et la Banque mondiale a estimé que pour ce qui concerne le coût, ils ont pris l'exemple du Nigeria où le coût moyen est de 10%. Ils ont estimé que sur la base de $200, un envoi de $200 qui est une moyenne, donc ça, sur la base de 10%, ça ferait $20 pour transférer. Et $20, c'est exactement 3 kilos de riz. Donc si on réduit le coût, on le ramène à 5%, cette famille, ce migrant, aura 1,5 kg de supplémentaire, ce qui ferait une semaine de consommation pour une famille de 4 personnes. Ça, c'est un premier angle de vue. Le deuxième angle de vue, pour dire que si on réduit le coût, aujourd'hui, vous aviez 120 millions d'Africains qui bénéficient de la manne financière de la diaspora. 120 millions. Donc, si on réduit le coût, on le ramène à 5%, il y aurait 8 millions de personnes supplémentaires. Ça, c'est à 5%. Alors qu'en réalité, ces 5%, je vous l'avais dit, que pour moi, c'est un peu trop. Parce que dans le système bancaire classique, le taux est de 2%. Donc, on peut ramener ce chiffre-là à 2 ou 3%. Mais dites-nous, expliquez-nous une fois pour toutes, pourquoi c'est si cher quand ça concerne l'Afrique? Pourquoi? Parce que la capacité de négociation du continent est faible, M. Mariko. Soyez clair. Ça, vous voulez dire par là que nos gouvernants n'ont pas ou la compétence ou le poids pour faire en sorte que les transactions qui se font sur notre continent puissent être des transactions bénéfiques aux peuples africains. Non, parce que je ne peux pas comprendre qu'en Asie ce soit 5-6%, qu'en Afrique ce soit 12%. Mais vous avez bien compris que dans les négociations, les Asiatiques ne parlent pas, ils agissent. Mais nous on fait quoi? On parle, on n'agit pas. Et pour tout vous dire, donc, je n'accuse pas les gouvernants, encore qu'ils ont leur part de responsabilité. J'accuse aussi les intellectuels, les cadres
africaine. Je vais vous donner un exemple précis, concret. Que ce soit la Banque mondiale, que ce soit la Banque centrale, ils ont dit que si les coûts sont élevés, c'est parce qu'il n'y a pas de concurrence. Parce que dans le cadre d'une économie de marché, quand l'offre, vous augmentez l'offre, avec l'hypothèse que la demande est stable, avec une hypothèse de demande stable, les prix vont baisser. C'est aussi simple que ça dans une économie de marché. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de société africaine de transfert d'argent? Mais je viens parce que c'est un grand lobbying. Je vous dis, quand je dis que Western Union en une année réalise un chiffre d'affaires de l'équivalent de la dette extérieure du Togo, 2500 milliards. Mais vous pensez, monsieur, mais quand même c'est important. Oui, d'accord, mais vous pensez que si l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, etc., se mettent ensemble, vous pensez que Western Union sera plus puissant qu'eux? Mais il y a un problème d'ego. L'Afrique est victime de son leadership. Tout le monde veut être leadership. Et malheureusement, quand on dit leader, ça veut dire qu'il y a un fauteuil. Ça veut dire qu'à un moment donné, un certain nombre de personnes doivent se mettre d'accord pour qu'ils choisissent une personne. C'est ce qui est difficile. Mais quels sont les enjeux politiques de cette affaire? Quels sont les enjeux politiques? Je ne suis pas spécialiste de la politique, je suis spécialiste de la finance. Je veux vous dire un élément qui est important. La clause d'exclusivité que les sociétés de transfert d'argent imposent. Les lois communautaires dans la zone UEMOA interdisent strictement que de telles dispositions soient contenues dans le cadre des relations commerciales. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la clause d'exclusivité pour que vos téléspectateurs comprennent? Expliquez ça. Ça veut dire que si vous signez avec une STA, une société de transfert d'argent, vous ne pouvez pas commercialiser les autres marques. Donc c'est une barrière à l'entrée. Et ça, c'est complètement prohibé, interdit. Oui, parce que c'est une espèce de monopole. C'est du monopole. Oui. C'est ce qu'on appelle l'abus de position dominante. C'est ça. Vous avez Microsoft qui est tout le temps, etc., ainsi que d'autres, qui sont sanctionnés en Europe, en Occident, parce qu'on ne peut pas l'admettre. Mais on l'admet ici. Et toutes les lois commerciales et toutes les lois réglementaires interdisent clairement une telle entente. Nonobstant quoi? Et ce qui fait que c'est le Sénégal le premier qui a levé l'exclusivité, la clause d'exclusivité. La Côte d'Ivoire en 2012 a emboîté le pas. Et ici au Mali, on est en train de tenter et les autres n'ont rien fait. Mais comment pouvez-vous comprendre que quand même que l'institution monétaire, que la puissance publique ne puisse pas interpeller pour dire que non, de telles pratiques qui sont contraires à la loi ne peuvent pas prospérer. Donc ça, c'est un exemple. Le deuxième élément, vous l'avez dit, les limites du secteur formel. Vous saviez que nos parents migrants, je l'ai dit tantôt, j'ai fait appel à notre conscience collective pour dire combien ils souffrent pour avoir cet argent-là. Et combien il est important que nous puissions créer toutes les conditions nécessaires pour leur permettre de rapatrier leur économie. Mais est-ce que vous savez que vous dites quelles sont les limites du secteur formel? Vous avez une urgence, on vous appelle, vous êtes en France, on vous appelle au village à 20h, que votre enfant est malade, que votre père est malade, il faut faire quelque chose. Vous n'allez pas réveiller une banque, vous n'avez pas une banque à 20h. Il y a un problème de disponibilité. Il y a un problème d'accessibilité qui est créé par une barrière psychologique. Les Marocains ont résolu le problème en créant des boutiques d'argent, ce qu'on appelle les boutiques d'argent, des souks d'argent, en faisant en sorte qu'il y ait un arrimage entre l'architecture, le paysage naturel des lieux adressés des populations aux structures. Vous voulez dire, par exemple, qu'un Marocain qui se trouve à Marseille ou à Toulouse, par exemple, qui a besoin d'envoyer de l'argent à 20h30 ou à minuit, à partir de là, quelque part à Fès ou à Tanger, c'est faisable. Mais c'est plus que faisable. Ils ont compris. Ils ont compris que dans ces pays-là, que les migrants, ici, quand ils rentrent dans nos pays, ils souffrent de beaucoup de persécutions. Vous aviez récemment au Maroc, ils sont en train d'organiser la campagne MRE, les Marocains résidant à l'étranger ou ceux qu'ils appellent même les Marocains du monde, pour faire très simple et très joli, parce que l'autre me paraît un peu péjoratif. Mais cette cérémonie de lancement est présidée par le roi, Sa Majesté Mohamed VI. Parce que quand vous aviez un contributeur qui vous amène plus que l'aide publique au développement, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un des responsables de ces partenaires bilatéraux, multilatéraux puissent venir à nous et qu'on ne puisse pas lui dérouler le tapis rouge? Pourtant, il ne représente que le 5e, le 6e ou le 10e financeur du pays. Et les Maliens de l'extérieur, qui sont le premier contributeur en termes de financement, quand ils arrivent,
On a à peine si on les considère. Dans nos pays, dans les pays de la sous-région. Mais en Afrique du Nord, c'est tout à fait le contraire. Est-ce que vous voulez dire que la diaspora n'est pas considérée comme un facteur de développement dans nos pays? Parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut les percevoir. Non, il faut même les percevoir mieux. Il faut les percevoir comme, par exemple, si on prend le Mali comme une 9e région. Il faut poser le bon regard sur eux. Et quel est-il, ce bon regard? Ce bon regard, c'est d'apprécier la personne en fonction de sa contribution. Vous imaginez un seul instant que dans des régions comme Caille, et même de plus en plus au sud, que ces gens décident pendant un seul mois de ne pas envoyer l'argent. Qu'est-ce qui se passerait? Mais c'est catastrophique, tout s'arrêtera. Vous avez dit tantôt les chiffres. Je vais vous dire ce que l'enquête de la Banque centrale a dit, sur quelle est l'utilisation qui en est faite. Oui, 85% pour la survie. Mais vous imaginez? Donc ça, pour survivre, ça veut dire que si jamais ils ne peuvent pas survivre, donc ils arrêteront de vivre. C'est ça la réalité. Et quelles sont les sources alternatives? Il n'y en a pas. C'est ça aussi la triste réalité. Donc il est important que les migrants soient mis dans un contexte tel qu'ils soient capables d'influer positivement sur le développement de leur pays. Et c'est l'une des questions que vous avez posées. Quelle utilisation judicieuse peut-on faire de l'argent des migrants? On va y arriver. On me signale que nous avons M. Ismaël Diarra au téléphone. Bonsoir M. Diarra, vous êtes sur Africa Télévision. Vous téléphonez de Bamako, vous avez la parole. Voilà, donc le sujet c'est le transfert d'argent des Maliens, des Africains qui vivent en Europe et ailleurs. De mon point de vue, je pense que c'est très important dans l'économie africaine et malienne, particulièrement pour le Mali. Mais ce que je souhaiterais, c'est que nos compatriotes et les Africains qui vivent dans les pays occidentaux profitent du cadre dans le domaine de l'éducation des enfants, qui profitent de ce cadre-là pour donner une bonne éducation aux enfants, une bonne instruction, parce que l'Afrique a beaucoup plus besoin de ressources humaines de qualité que d'argent. Voilà, déjà, les frontières de l'Europe se ferment, donc la population qui est restée ici peut continuer à survivre. Mais si nos enfants qui sont nés là-bas pouvaient être bien formés, encadrés par les parents, les encourager à faire des études, ces enfants pourront revenir plus tard à renforcer les ressources humaines en Afrique et au Mali pour, comme on dit, contribuer au développement, au décollage du continent. Merci M. Diarra de cette contribution. Vous mettez l'accent, vous, surtout sur la formation des enfants, des émigrés, de manière à ce qu'ils puissent contribuer beaucoup plus efficacement au développement. Monsieur Cissé, donc nous revenons sur le plateau. Alors, donc il y avait la problématique des limites du système formel, et nous avons vu que en réalité, le déficit qu'il y a, c'est un déficit de prise en charge politique par nos États de l'apport qui peut être exponentiel de la diaspora à travers les transferts d'argent. C'est exact. Mais si vous permettez, je vais répondre à la question de M. Diarra, parce qu'il a posé une question qui me paraît fondamentale. Et c'est pour ça que le développement des mouvements migratoires de l'Afrique en dehors du continent m'inquiète, inquiétant, et il est en même temps grave. Pourquoi il est inquiétant? Ça me permettra de répondre à la question de M. Diarra, parce que ceux qui partent aujourd'hui, malheureusement, il y a deux catégories de personnes. Ce sont les plus qualifiés et ce sont les plus jeunes. Donc vous imaginez un pays qui est coupé de ces deux. Déjà,
l'Afrique, c'est 3% de diplômés. L'Afrique n'a que de 3% de diplômés. C'est quand même grave. Et vous aviez, par exemple, un pays comme le Cap-Vert, puisque nous traitons de l'Afrique, 2 cadres, 2 diplômés sur 3 du Cap-Vert migrent. Vous aviez la Gambie, c'est 63% de diplômés qui migrent. Vous avez l'île Maurice, c'est 56%. Mais quand même, c'est grave. Mais vous avez est-ce que vous avez retenu dans le micro-trottoir qu'il y a un intervenant du Niger qui est allé jusqu'à dire qu'il faut que les gouvernements négocient des visas pour les jeunes Africains afin qu'ils se rendent en Europe. Mais je l'ai tellement entendu que j'ai dit qu'il faut qu'on coupe court à l'angélisme. C'est parce que si vous voyez que même la semaine dernière, il y a 2500 migrants qui étaient en situation de détresse sur la Méditerranée. Combien de milliers d'Africains se retrouvent au fond des mers, qui laissent leur dernier soupir dans le désert et dans les cuvettes de sable? Mais quand même, c'est grave. C'est pourquoi ils ne vont pas en Europe pour mendier, ils ne vont pas en Europe pour voler, ils vont en Europe uniquement pour travailler. Parce que pourquoi on n'arrive pas à leur offrir le travail dans leur propre pays? Alors, je vous pose la question suivante, M. Cissé. Comment faire pour utiliser l'argent de la diaspora, l'argent qui est transféré en Afrique, pour créer les emplois qui permettront de maintenir la jeunesse africaine en Afrique? Oui. La question est tellement intéressante que vous me permettez juste de finir avec ce point relatif à la formation. Est-ce que vous savez qu'en Île-de-France, il y a plus de médecins béninois que de médecins béninois au Bénin? C'est-à-dire que c'est une étude de la CNUSED, c'est M. Abibouane qui est l'auteur qui l'a dit. Il y a d'autres sources d'informations qui disent qu'il y a 2 fois plus de médecins en Île-de-France que de médecins au Bénin. Mais vous imaginez? C'est-à-dire que nous avions un transfert inverse de technologie. C'est-à-dire que l'assistance technique est beaucoup plus africaine que européenne. En Afrique. Ça ne nous étonne pas que, même si c'était une boutade, que Feu Secouterie disait qu'il apprend aux Français, aux petits Français, le français. Mais en fait, c'était une boutade de l'histoire, qu'on rappelle juste. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avions une fuite de cerveau et une fuite de bras valides. Mais le jour où le développement va sonner au niveau du continent, mais on n'aura rien. Et il y a un humoriste algérien, Felag, je ne sais pas si vous suivez un peu, qui disait qu'un jour arrivera, mais les Africains vont partir en Europe et ils ne vont trouver personne parce que les Européens ont pris le sens inverse. Ils sont venus en Afrique. Mais c'est ça la triste réalité. Il faut que nous prenions ce continent en charge. Alors comment on fait pour utiliser les transferts d'argent de la diaspora pour créer les bases qui permettront de retenir en Afrique, et y compris dans les terroirs, pas seulement dans les capitales et dans les capitales nationales et régionales, mais même dans les terroirs, comment créer la dynamique qui va permettre, à partir des fonds que nos pays reçoivent de notre diaspora, créer les bases qui permettront de retenir, tant du point de vue économique et culturel que financier et technique, les jeunes Africains dans les terroirs. Comment on règle cette question? On règle cette question de façon très simple, en luttant contre la corruption et en instaurant une bonne gouvernance. Ça, c'est la première chose. Mais maintenant, si on traite de la manne financière des migrants, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inverser? Il y a l'Éthiopie qui avait pris une initiative, même si elle n'a pas été concluante, était bonne. Pour construire une centrale hydraulique, l'Éthiopie a émis des bons pour la diaspora. Avec la garantie de l'État. C'est-à-dire que vous émettez des bons et les souscriptions seront faites par la diaspora sur la base de leur épargne. C'est une façon de mobiliser leur économie. Au lieu que cet argent puisse être adressé à des projets collectifs d'ordre culturel ou d'ordre social, encore que c'est là important, mais ça va aller vers des investissements productifs, au lieu que ça aille aussi vers la consommation. Il y avait une initiative qui a été prise, malheureuse, je dirais, par la France, en 2007, en créant ce qu'on appelle le compte d'épargne co-développement. Mais en réalité, on savait que derrière cette idée, tout n'était pas tout à fait au point. Parce qu'en réalité, c'était une grosse manne où les banques françaises s'étaient dit, peut-être qu'il y a quelque chose à gratter. Donc, ils avaient prévu 25% de défiscalisation des revenus de ce compte d'épargne. Mais en 2011, ils ont purement fait marche arrière. Ils ont vu que ça n'a pas marché. Parce que la condition pour pouvoir avoir accès à ce compte-là, il faut avoir une carte de séjour. Alors, M. Cissé,
nous allons vers la fin de cette émission. Nous allons arriver aux questions pratiques. Comment on fait pour baisser le coût de transfert d'argent vers l'Afrique? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour ramener le taux de 12,6% à, par exemple, 6%? On fait deux ou trois choses simples. Je vous ai expliqué aujourd'hui le fonctionnement de l'économie des marchés. C'est simple. C'est deux composantes, c'est l'offre et la demande. Le prix est un arbitre entre les deux. Si aujourd'hui, vous mettez fin définitivement, conformément à la réglementation clause d'exclusivité, vous allez ouvrir la voie à la concurrence. Vous avez vu les spots publicitaires des STA, ils sont en train de baisser, elles sont en train de baisser leurs coûts. Donc, il faut ouvrir pour que plusieurs enseignes de STA puissent être commercialisées par les mêmes banques. Mais ça, du point de vue de la réglementation, les dispositions existent. C'est ce que vous dites. Mais les dispositions existent, elles ne sont pas appliquées. Donc c'est une question d'application. Il faut appliquer strictement les dispositions réglementaires. Très bien. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'accroissement du mobile banking. Les opérateurs de téléphonie mobile, vous voyez, aujourd'hui, ils sont sécurisés, c'est accessible, c'est disponible. Donc, simplement, il faut que la réglementation puisse suivre le train pour qu'on ne puisse pas assister à des dérapages. Donc, il faut rapidement que tout cela puisse être fait parce qu'on a maintenant des microcrédits, on a des dépôts, on a des choses, alors que dans la réglementation, seuls les établissements bancaires sont agréés pour faire des choses comme ça. Mais je pense que c'est déjà, on voit déjà cette pression avec leur entrée, cette pression sur la tarification, sur le pricing. Il faut que cela puisse être poursuivi. La troisième idée pour faire baisser ça, il faut que ceux qui hébergent ces sociétés de transfert d'argent puissent effectivement, de façon concrète, agir dans ce sens-là. Voilà. Bon, il y a aussi un élément qui me paraît fondamental, c'est que les circuits informels. Vous ne pouvez pas, je vous dis que normalement, ça fait peut-être 2 ou 3 fois le volume des circuits formels. D'accord, M. Cissé, on nous signale que nous avons M. El Hassan Mariko qui appelle de Bamako. Bonsoir M. Mariko. Oui. Voilà, vous êtes à l'antenne d'Africap Télévision, vous avez la parole. Veuillez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Bonsoir Africap Télévision. Bonsoir. Alors, par rapport à votre émission de migration et puis transfert d'argent en Afrique, il y a effectivement ce qu'il faut comprendre. La migration est un déplacement d'un individu alors à un autre lieu, de son lieu d'origine et à un lieu où effectivement il va chercher un plus quelque part. Donc cela étant, alors le voyage est un trésor. Si le voyage est un trésor, évidemment, il va de soi que soit alors on a l'argent, ou soit on a appris à connaître un autre monde différent de ton lieu d'origine. Donc, cela faisant, la migration est effectivement une forme d'intégration des hommes. Et la migration, en réalité, alors, est l'un des facteurs réels d'intégration. Si vous prenez le musicien, la musique est sans frontières. Alors, maintenant, si la migration est un déplacement, si la migration, au cours de la migration, nous avons ce dont nous avons besoin, alors pour venir investir chez nous, ce facteur ne peut pas être effectivement alors une mauvaise chose en soi. Donc je dis tout simplement que c'est une forme d'intégration et même mondialisation, parce qu'on parle de mondialisation aujourd'hui. Alors si on parle de mondialisation, on doit parler de migration. Donc transfert d'intelligence, transfert de génie et à la longue, nous allons effectivement venir avec cet argent-là qui alors peut soutenir l'argent que nous avons issu et que nous avons trouvé effectivement ailleurs. Alors nous les investissons chez nous, soit en agriculture, soit dans l'élevage, soit dans le commerce, ou même pour soutenir un parent dans son commerce ou un parent qui est à l'école. D'accord. Donc, voilà. Donc moi je pense que la migration n'est pas une mauvaise chose en soi par rapport à ce que on nous montre à la télévision, par rapport à ce qu'on nous dit, et on nous empêche de partir là-bas. D'accord. Merci, monsieur Mariko, pour cette contribution. Alors, vous pouvez réagir sur les propos de monsieur Mariko, mais moi j'en profite pour vous poser donc
une autre question pratique. Comment formaliser l'informel? Comment on fait? Puisque manifestement, l'informel semble avoir beaucoup plus de confiance que le formel, d'une part, et d'autre part, les volumes sont quasiment du simple au double. Alors, comment on formalise l'informel? En fait, la dynamique qui est aujourd'hui observée au niveau du secteur informel, à l'analyse de très près pour ceux qui exercent dans le domaine, c'est complètement inversé. Je m'explique. C'était les particuliers. Aujourd'hui, ce sont les entreprises qui ont recours au secteur informel. Et c'est là où c'est très dangereux et inquiétant. C'est-à-dire que ce sont des entreprises aujourd'hui formelles, structurées, qui ont recours au secteur informel pour faire les transferts. Ça pose trois problèmes. Ça pose un problème lié au niveau d'une concurrence déloyale au système bancaire, dans le rôle, parce que c'est une question de coût. Ça pose un second problème, c'est qu'on échappe au fisc, parce que ce sont des activités qui ne sont pas déclarées. Et troisième élément, qui est aussi important, il y a le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui sort, puisque ça va dans le circuit. Donc ça, c'est quand même, il y a une mutation, donc il y a une perte de vitesse du secteur informel au niveau des particuliers qu'on appelle les retail, mais au niveau de plus en plus d'autres acteurs ont recours aux services des circuits informels, ce sont les entreprises, et c'est très inquiétant. Je pense qu'il y a lieu de s'y attarder un peu et de voir un peu ce qui se passe. Si le coût est très prohibitif ou est extrêmement élevé au niveau du système bancaire, cela doit être dit et compris, analysé et traité, mais laisser proliférer les entreprises formelles dans ce secteur-là, je pense que ça peut être le début de quelque chose qui peut être très inquiétant. Oui, ça c'est très grave ce que vous dites, parce que si des entreprises formelles recourent à des mécanismes et à des circuits informels pour transférer de l'argent d'un point à l'autre, à travers des pays ou en dehors même du continent, je regrette de poser encore une fois la question, mais je me demande que font les États, parce que ça, c'est extrêmement dangereux, ne serait-ce que pour la sécurité des États. Je ne parle même pas de capacité de financement, d'investissement ou de fiscalité, tel que vous avez posé le problème. Mais en termes simples de sécurité, ça me paraît inconcevable. Je vous retourne la question en répondant à la vôtre. Qui est même mieux de savoir le poids du fardeau? Celui qui porte le fardeau ou celui qui fait porter le fardeau? À l'évidence, c'est celui qui porte le fardeau qui sait la lourdeur de ce qu'il supporte. C'est la réponse à votre question. Pour être très clair, ce qu'aujourd'hui, nous avions besoin à ce que des sujets qui sont même pas très techniques, mais qui sont dans un domaine bien spécialisé, que c'est les gens qui y travaillent puissent traiter ces sujets-là. Aujourd'hui, on s'invente spécialiste de tout en Afrique. Et finalement spécialiste de rien. Ce qui fait que des pans entiers de l'activité économique échappent totalement à tout contrôle. Et vous avez vu, je ne vous dis pas, on prend toutes les dispositions, mais il y a des fuites. On parlait tantôt de formation de nos jeunes enfants pour faire discrétion un peu. Oui, ou de non-application de textes qui existent. Mais parce qu'il y a cela. Parce que ceux qui connaissent le sujet ne sont pas appelés à traiter le sujet. Et donc, du coup, le sujet échappe. Avec Israël. Si vous ne donnez pas l'or à celui qui connaît la valeur de l'or, mais ça devient du zinc, puisqu'il ne verra que la couleur du métal. Voilà la traduction. Je veux vous dire que ce sujet-là, il est préoccupant. Et nous devons le traiter, c'est parce que c'est sensible qu'il doit être traité. Il doit être traité avec profondeur, avec professionnalisme et sans passion. Parce que le problème des transferts, ça pose le problème de la sécurité d'un pays, ça pose le problème du développement d'un pays, et ça pose le problème même des échanges d'un pays. Comment voulez-vous que d'autres pays, quand ils savent que vous avez un système poreux, où tout peut y passer, et qu'ils puissent vraiment traiter avec vous d'égal à égal? Comment est-ce que, lorsque votre capacité de négociation est érodée, comment voulez-vous que vous puissiez négocier d'égal à égal
avec vos partenaires. Mais ce n'est pas possible. C'est parce qu'il faudrait revenir à des justes proportions pour pouvoir éclairer sur des sujets, et ce que vous faites aujourd'hui, cet après-midi, pour pouvoir éclairer la lanterne. Parce que, est-ce que vous savez que plus de la moitié, c'est les enquêtes de la Banque mondiale qui le disent, plus de la moitié des migrants ne connaissent rien du tout du coût. C'est-à-dire, ils transfèrent l'argent, mais ils ne savent absolument combien ça va leur coûter. C'est complètement opaque. Parce que si vous voyez que le poisson, on l'attrape, ce n'est pas parce qu'il ne voit pas l'appât. Il voit l'appât, mais c'est l'hameçon qui est dissimulée dans l'appât qu'il ne voit pas. C'est ça la réalité. Très bien, M. Cissé. Alors, dernière question, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Comment faire pour épargner une part des transferts colossaux qui se font, en même temps qu'on fait baisser le coût de ces transferts-là, pour investir cette épargne-là dans les secteurs structurants de l'économie réelle de nos pays? Très bien. Vous saviez, j'aime beaucoup les images. On dit dans notre culture que quand vous avez fini vos préparatifs de mariage et que vous dites qu'il ne reste plus que la question d'argent, c'est qu'en réalité, les préparatifs n'ont pas commencé. Nous avions effectivement des cadres qui sont enchanteurs, mais ce qui manque, c'est la finance. Et je peux vous dire que dans nos pays, suivant toutes les analyses et les études que j'ai eu à faire, et d'autres, ce n'est pas ce qui manque dans nos pays. Je vous dis qu'aujourd'hui, les transferts des migrants représentent 2,5 fois l'aide publique au développement et plus que les investissements directs étrangers. Il suffit d'avoir le bon sens. Qu'est-ce que des pays comme le Rwanda, quand le Rwanda a été attaqué au niveau de la communauté internationale, ils ont demandé à la diaspora de contribuer en émettant des bons. L'Éthiopie, quand ils ont vu qu'ils avaient des projets structurants, ils ont demandé la même chose. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de pouvoir utiliser en levant des fonds importants rien qu'à travers l'argent de la diaspora? Et en quoi la Banque africaine de développement, la BAD, peut-elle contribuer, par exemple, dans ce schéma-là? La BAD, la Banque mondiale, l'AFD, forme de triumvirat, ils ont pris un certain nombre d'initiatives. Il y a l'initiative de l'Alliance mondiale pour le savoir sur l'immigration et le développement, CNOMAD, que la Banque mondiale héberge. Il y a l'Institut africain pour les envois de fonds des migrants, l'AIR, et aussi. Mais ce sont des études, ce sont des conférences, ce sont des rencontres. Celui qui cherche l'aiguille, s'il a le pied sur l'aiguille, il ne verra pas l'aiguille. En tout cas, il ne fera pas faire voir l'aiguille. Il est important que lorsque le diagnostic est bien posé, qu'on puisse trouver le bon remède. La Banque centrale, je vous disais dans la synthèse des résultats de son enquête, a énuméré un certain nombre de recommandations que je vais vous citer rapidement. Ils ont d'abord, la première chose, c'est l'accroissement de la concurrence dans le secteur. On l'avait dit tantôt. Le développement des points de service, notamment au niveau rural. Est-ce que, M. Mariko, vous saviez qu'un pays comme le Niger, où j'ai eu l'opportunité et l'honneur d'aller créer en Greenfield une banque, 1% simplement de la population rurale du Niger a accès aux services bancaires. Alors que dans des pays africains qui sont à quelques jeux de pierre, il y a plus de comptes que d'âmes qui y vivent dans ces pays-là. C'est une interpellation. Troisième élément de la Banque centrale, il demande de poursuivre la modernisation des systèmes de paiement. Il y a au niveau des transferts, Star IOMOA, qui est une plateforme de transfert de la BCAO, et Sigma, qui est une plateforme au niveau de la CEMAC par la BAC. Il suffit, parce que ce qu'on ne dit pas, on pense que tous les migrants vont en Europe. Mais en réalité, il n'y a que un Africain sur 4 qui va au-delà de l'Afrique. C'est-à-dire que même en Afrique de l'Ouest, il y a 71% qui restent à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest. Ils ne partent pas. Donc, qu'est-ce qui empêche d'interconnecter le système opérationnel de la BCAO au système
de la BEAC. Vous imaginez nos compatriotes qui sont en Afrique centrale, combien ça ferait? Et vous avez dû apprendre combien de gens ont dû laisser leurs économies faute de pouvoir les transférer dans leur pays d'origine. Autre élément, la multiplication des études sur la migration. Bon, ça ne sait pas ce qui nous manque. L'utilisation de nouveaux instruments de paiement. Mais pourquoi aujourd'hui ne pas faire en sorte que nous avons JIM et OMO, qu'au niveau de votre carte bancaire JIM et OMO, que vous puissiez vous présenter dans un des 6 pays de la CEMAC pour pouvoir effectuer vos opérations lorsque vous en êtes titulaire au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, dernier élément, c'est le renforcement des liens entre les migrants et leur pays d'origine. Le bout de bois aurait resté longtemps dans l'eau, il ne deviendra pas caïman. C'est connu dans notre culture. Il est important que, de temps à autre, que les migrants, qu'on puisse organiser le retour des migrants de façon temporaire pour qu'ils puissent rester en contact avec le pays profond. C'est ce que je vous disais tantôt, l'expérience marocaine, qui est très salutaire, qu'on appelle la campagne des Marocains du monde, qui est présidée par Sa Majesté, et qui fait que les migrants ne se sentent jamais dépaysés, et quand ils rentrent, ils sont fiers de rentrer, comme le dirait l'autre auditeur, la tête haute. Merci, Monsieur Cissé, de cette contribution. Merci de nous avoir accompagnés tout le long de cette émission, dont le sujet, comme vous l'avez remarqué, n'a pas pu être épuisé. Je pense que nous penserons à organiser une émission prochaine, cette fois-ci sur les politiques d'émigration des États africains ou leur absence. Merci encore une fois, M. Cissé. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Comment cohabitent les religions révélées et les religions traditionnelles africaines? Comment se passe cette cohabitation et quelles en sont les perspectives? Voilà le sujet que je vous propose de débattre la semaine prochaine. Et comme vous le savez, vous pouvez participer à l'émission en nous téléphonant au 00 223 44 20 80 80, en nous envoyant vos SMS au 00 223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabtelevision.com. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée et à vendredi.